Bonjour à toutes et à tous, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs, les élus, Monsieur le Président de la région, cher Xavier, cher Olivier, merci de ton accueil. Alors d'abord, je vous prie d'accepter les excuses de la SNCF. Je vous présente mes excuses au nom de la SNCF, puisque mon train a pris 1h20 de retard, donc voilà, ce qui m'a empêché d'être à Lyon. Voilà, c'est de la faute de Monsieur Vauquier, Monsieur Bertrand, si je suis en retard. Donc, t'en demandez pas tant, mais moi je me permets d'y aller, voilà. Vous réglerez ça à Région de France, une petite association d'élus intercommunauté de France, c'est beaucoup plus sympa, n'est-ce pas Olivier? Donc, très heureux d'être avec vous ce matin. Je veux remercier nos intervenants, je remercie Olivier donc, de nous avoir accueillis. C'est vrai que la thématique de l'industrie et de la réindustrialisation de notre pays est une thématique qui, à Intercommunauté de France, nous occupe depuis un certain nombre d'années déjà, puisque nous avions lancé l'idée à l'époque, au milieu des années 2010, d'un pacte productif qui avait été travaillé avec l'État, avec les régions déjà à l'époque et avec les intercommunautés, qui avait débouché ensuite sur la formalisation à travers le programme Territoire d'Industrie. Et ici, je sais que dans les Hauts-de-France, il y a un certain nombre d'intercommunautés qui se sont engagées dans le programme Territoire d'Industrie, mais qui partait en fait d'un constat tout simple. Et je trouve que cette table ronde l'illustre parfaitement, et ça a été dit à plusieurs reprises, qui est qu'on ne réindustrialisera sans doute pas le pays en partant d'un grand discours national descendant, mais bien plus en mobilisant à l'échelle des territoires et en organisant un dialogue à l'échelle des territoires qui permet de répondre aux problèmes des industriels, premièrement, et donc par un dialogue collectivité industrielle, et aussi de faire en sorte que l'ambition de la réindustrialisation, eh bien, elle soit aussi partagée. Je veux dire, il n'y a pas de réindustrialisation dans cette région des Hauts-de-France, à mon avis, si vous n'avez pas conjointement et une région et des élus locaux et des industriels qui se disent que réindustrialiser, ça vaut la peine qu'on s'y mette tous ensemble. Vous n'avez pas de réindustrialisation des pays si vous n'avez pas des présidents d'intercommunautés qui décident de mobiliser du foncier, de garder du foncier aussi pour de la vocation industrielle, parce qu'on sait que le foncier devient de plus en plus rare ou a été l'objet de convoitises de la part d'un certain nombre d'autres acteurs que les acteurs de l'industrie. Et donc, quelque part, vous avez été nombreux, et nous sommes nombreux, à avoir fait, alors que ce n'était pas encore à la mode, ce pari fou de la réindustrialisation. Tout à l'heure, vous parliez des questions de formation, des questions de formation d'enseignement supérieur. Moi, je dis que c'est un pari fou de se lancer dans la réindustrialisation, parce que quand on vient de là où nous venons, quand ces 25, 30 dernières années, on a divisé par 2 le nombre d'emplois industriels. On a divisé par 2 la part de l'industrie dans notre PIB. Eh bien, se dire ici que si l'industrie, c'est notre avenir, que si sans industrie, on ne produira pas de valeur ajoutée, qu'on aura des emplois peu qualifiés et qu'on ne résoudra pas un problème de cohésion nationale qui fait que les gens ne comprennent pas pourquoi ils vont bosser mais qu'ils ne sont pas assez payés. Parce qu'on a fait une part trop forte aux emplois dans les services et que les emplois dans les services ont assez peu de valeur ajoutée et que pour pouvoir payer les gens, il faut avoir de la valeur ajoutée parce que c'est sur la base de la valeur ajoutée qu'ensuite on peut dégager de la création de richesse et donc avoir des salaires décents. Si on n'a pas été un certain nombre, et il y a à peu près 500 intercommunautés qui se sont engagées dans le premier programme Territoire d'Industrie. Aujourd'hui, il y en a plus de 600, donc ça veut dire plus d'une intercommunauté sur 2. À s'être engagé dans ce programme-là, eh bien aujourd'hui, la volonté de réindustrialisation au niveau national serait lettre morte. S'il n'y avait pas cette volonté au niveau du terrain, elle serait lettre morte. Et aujourd'hui, les enjeux, ils sont colossaux. Vous avez parlé de décarbonation de notre industrie. Alors Dunkerque, on connaît bien l'exemple de Dunkerque parce que Patrice, à l'époque, était membre de notre conseil d'administration. Donc à chaque réunion du conseil d'administration, il nous rappelait que Dunkerque égale 20% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie au niveau national. Donc avant même que vous nous donniez le chiffre, je disais à Olivier, tu vas voir, ça va être 20%. D'ailleurs, vous n'allez pas dans la bonne direction parce que vous êtes passé à 21% depuis. Hein. Donc il y a un léger problème. Je dirais au ministre que ça ne va pas dans la bonne direction depuis qu'il est parti. Mais cet enjeu de la décarbonation, il faut qu'on le prenne ensemble. Mais je crois qu'il y a l'enjeu de la formation qui est un enjeu essentiel. Juste quand nous arrivions, alors j'espère que je ne vais pas faire de redite, vous en avez parlé. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre du temps.
ça va prendre énormément de temps que de réadapter notre outil de formation et d'enseignement supérieur à une économie qui se réindustrialise. Notre outil de formation d'enseignement supérieur, il n'a fait que suivre la tertiarisation de notre économie, tout simplement. Et malheureusement d'ailleurs, la tertiarisation et la tertiarisation à forte valeur ajoutée, c'est plutôt concentré dans les métropoles. Et donc on a vu les formations d'enseignement supérieur aller se concentrer plutôt dans les métropoles. Et aujourd'hui, on a un mouvement de revanche un peu des villes moyennes qui va s'organiser. Mais ça ne réussira pas sans que les universités, les grandes écoles, et puis d'autres organismes de formation et d'enseignement supérieur comprennent qu'il faut rapprocher des territoires industriels et productifs les outils de formation. Parce que, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, l'industrie de demain ne sera plus comme celle d'hier. Elle sera plus décarbonée, elle sera plus numérique, et donc elle fera appel à plus de compétences. Et il faut arriver à rapprocher les lieux de formation. À Intercommunauté de France, on a défendu cette idée d'académie industrielle et technologique, en se disant que, comme on sait le faire sur le terrain, on va additionner des outils de formation et puis on va faire pas une académie au sens éducation nationale, mais un lieu qui permet de regrouper plusieurs outils qui sont capables de faire de la formation et de l'enseignement supérieur. Et pour ça, Monsieur le Président de région, en Auvergne-Rhône-Alpes, comme en Bourgogne-Franche-Comté, comme ici, et il faut à peu près, normalement quand le TGV va bien, 2h30 pour rejoindre ces 3 territoires, eh bien on en a besoin. On a besoin de l'aide des régions pour réussir à faire cela. Mais il faudra du temps parce que vous savez, moi j'ai 46 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Je suis jeune par rapport à toi. Non, parce qu'il m'a chambré pendant 1 heure avant, enfin 1 heure, 20 minutes avant, donc je me permets. Je vois bien autour de moi les enfants de mes amis. Et mes amis qui, je leur dis, mais si, vos gamins, faut les mettre dans les formations qui sont autour de l'industrie. Ils me disent, écoute Sébastien, t'es bien gentil avec ton discours là. Mais nous, on a tous grandi avec la mondialisation, avec les délocalisations et avec les fermetures d'usines. Donc oui, on va y croire à ton truc de la réindustrialisation, mais quand ça s'inscrira dans la durée. Mais en attendant, nos gamins, ils vont aller faire une école de commerce, une école de communication, du marketing, et des trucs comme ça. Mais pour l'instant, ça ne vient pas encore. Donc il faudra que ce mouvement s'inscrive dans la durée pour que cela fonctionne. Et par nos interactions, nous pouvons y arriver. Bien évidemment, il y a l'enjeu foncier qui doit se travailler aussi. Alors, les régions ont la délicate tâche de territorialiser le principe de zéro artificialisation nette des sols. Je sais que c'est un mouvement qui est engagé un petit peu partout sur le pays. Moi, je ne suis pas un... Je veux dire, au bout d'un moment, bien sûr que c'est moins simple avec le ZAN. C'est moins simple. Mais de toute façon, vous savez, on allait bien arriver à des limites physiques à un moment ou à un autre. Quand vous urbanisez, vous arrivez à un moment ou à un autre contre une forêt, vous arrivez à un moment ou à un autre contre une rivière, vous arrivez aussi à un moment ou à un autre parfois contre des riverains, qui d'ailleurs parfois se plaignent plus que la forêt ou la rivière, au passage. Et tout cela nous oblige quand même à repenser un petit peu notre modèle et à se dire qu'avec le foncier qui était facilement aménageable, aujourd'hui on va devoir s'attaquer au foncier qui est plus difficile, avec les friches. On a défendu auprès du gouvernement l'idée que le fonds friche devait être pérennisé, surtout qu'une part importante du fonds friche devait aller à la réindustrialisation, parce que dans les chiffres, on vous dit oui, c'est moitié-moitié, économie, habitat. Mais quand vous regardez le prêt dans le économique, parfois dans le économique, vous n'avez pas que de l'industriel. Loin de là. Loin de là. Donc on tient à ce qu'il y ait un vrai équilibre demain dans le fonds friche entre une moitié dédiée à l'industrie et une moitié dédiée à l'habitat, parce que évidemment si nos usines regagnent des salariés, il faut bien évidemment trouver les moyens de tous les loger. Alors voilà, nous on a pensé et on a souhaité débuter dans les Hauts-de-France. Non pas parce qu'avec Xavier, on a en commun d'avoir un club de basket dans nos villes et que moi, j'ai un club de basket qui a été 2 fois champion de France et le sien le sera peut-être un jour. Mais on se taquine un peu. Hein, voilà. En plus, en ce moment, il est devant moi au classement, donc ça m'énerve. Et voilà. Donc, mais parce que ce territoire des Hauts-de-France est un vrai beau symbole de la reconquête industrielle. Et un vrai beau symbole de ce que je disais tout à l'heure,
de ce pari qui a été fait, de ce pari un peu fou, de croire en la réindustrialisation des territoires comme étant un vrai levier, je crois, et de réussite économique, et aussi de cohésion sociale et de cohésion nationale, parce que nous ne nous y trompons pas, on sait très bien qu'une partie des résultats électoraux, notamment dans cette région ou ailleurs, ont pu être liés à ce phénomène de désindustrialisation, et un départ d'un certain nombre d'électeurs vers les extrêmes y est aussi très lié. Donc on a souhaité organiser aujourd'hui cette rencontre. Merci Olivier de ton accueil ici à Béthune pour signer ce pacte, cet engagement commun finalement à faire en sorte que région et intercommunauté, qui je le rappelle sont les deux niveaux de collectivité qui ont la compétence exclusive en matière de développement économique, ont un vrai rôle complémentaire à jouer. Nous, pour être capacité d'accueil pour accompagner les projets des entreprises, et puis les régions pour accompagner ces initiatives, pour donner un rayonnement à leur territoire, et aussi œuvrer à l'attractivité en matière exogène pour les projets. Eh bien, on a tenu que cette première signature se fasse ici, dans les régions Hauts-de-France, et puis après, nous irons un petit peu partout à travers la France pour signer d'autres pactes comme ça d'engagement entre les régions et les intercommunautés. Merci en tout cas à tous pour votre participation à cette matinée, et je cède la parole avec plaisir à mon ami Xavier Bertrand.